Bonsoir à tous et bienvenue pour cette soirée électorale, une soirée électorale avec Nicolas Rebière. Bonsoir Nicolas. Nicolas Bonsoir. Rebière est le rédacteur en chef de La République, de l'Éclair des Pyrénées, donc de l'ensemble de Pyrénées Presse. Et nous avons également en visio Frédéric Dosquet. Alors Frédéric Dosquet est professeur en marketing à l'ESC de Pau. Il est également spécialiste en communication politique et notamment auteur de nombreux ouvrages, dont celui que nous vous conseillons, Marketing et communication politique chez EMS Éditions. On va commencer par parler de la grande gagnante de cette journée électorale. La grande gagnante, c'est, Nicolas Rebière, l'abstention. Tout à fait, Bruno. Alors là, on ne vous apprend rien, hein. Depuis le début de la soirée, et même bien avant ce premier tour, que ce soit des régionales ou des départementales, tout le monde prévoyait une grosse abstention. Alors, à la sortie des urnes, on n'a pas encore les chiffres définitifs, notamment sur les régionales, mais en sondage sortie des urnes, elle était estimée entre 66 et 68,6% des électeurs qui ne seraient pas déplacés. Pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est encore une estimation, mais on serait à 63% des électeurs qui ne seraient pas déplacés, un électeur sur 4 donc. Et pour le coup, c'est une abstention record. On pouvait s'en douter, il y a le contexte pandémique. Il y a aussi ces élections qui sont faites au mois de juin et il y a Oui, déjà quelques voix politiques. justement, Nicolas, Ouais. on va peut-être passer la parole Oui, à Frédéric Dosquet. Justement, Frédéric, bonsoir. Comment expliquer une telle abstention pour ces élections? Alors là, on va commencer notamment pour les régionales. Alors, concernant globalement, je dirais pour moi, il y a deux causes. Une cause conjoncturelle, évidemment, l'effet Covid et l'effet besoin d'évasion des Français, notamment des néo-aquitains, à s'extirper un petit peu du quotidien et donc d'aller voir un petit peu ailleurs pendant ce week-end, ce premier week-end de réel de confinement. Ça, c'est la cause conjoncturelle. Ensuite, il y a des causes évidemment structurelles. Moi, j'en vois deux essentiellement. Évidemment, de la défiance envers l'offre politique depuis plusieurs années, je veux dire plusieurs décennies même. L'offre politique n'arrive pas à vraiment intéresser au scrutin l'ensemble des Français, et on le voit particulièrement aujourd'hui. Et la deuxième cause, c'est selon moi le manque de communication gouvernementale, d'implication gouvernementale et du président Emmanuel Macron a vraiment donné toute son importance à ces élections départementales et régionales. Oui, justement, Nicolas Rebière veut rebondir sur oui, cette... sans doute une cause aussi, c'est d'avoir maintenu au mois de juin. Très très mauvaise date, très mauvais timing. On l'avait vu pour les dernières municipales. C'est vrai que les gens réfléchissent plus à savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir recevoir, par exemple, la première ou la deuxième dose de vaccin, que de voter. Il y a une deuxième chose, et ça, beaucoup de candidats nous l'ont dit, énormément de gens ont du mal à comprendre, en fait, ce que sont départementales et régionales, des entités qui ont été changées, on l'oublie pas, en 2015. C'est plus les mêmes cantons, c'est plus les mêmes régions, et c'est surtout plus les mêmes compétences. Et je pense qu'il y a eu une grosse confusion au sein de l'électorat. Et on voit déjà, évidemment, des hommes politiques qui déplorent ceci. On a Bayrou sur notre site, François Bayrou, qui déplorait qu'on ait un mode de scrutin finalement un peu à l'ancienne, c'est-à-dire il faut se déplacer. Lui, on le sait, avait beaucoup plaidé pour des élections qui seraient dématérialisées. Et puis il y en a un David Habib, le député PS du Béarn, qui rappelle qu'en avril, quand le gouvernement a proposé le maintien des élections en juin, ils étaient quelques-uns, dont lui, à préférer un report, en estimant que le mois de juin était un très mauvais mois pour des élections. Cela dit, et certains de la majorité me confiaient, ça aurait été difficile de décaler en septembre ou en octobre, alors que là, on commençait en pré-campagne présidentielle. On est déjà d'ailleurs en pré-campagne présidentielle. On voit combien, sur des thèmes comme la sécurité qui ne recouvrent ni les départements ni les régions, finalement se sont imposés dans ces élections, alors que ce sont des entités qui ont d'autres compétences. Oui, Frédéric Dosquet, comment inciter peut-être les électeurs à bouger dimanche prochain? Je parle là aux spécialistes de communication politique. Est-ce qu'il y a encore une marge de manœuvre pour faire bouger ce taux de participation qui est à son étiage, on peut dire? Et je pense
gagnant, j'allais dire. Le bonnet d'âne, évidemment, c'est la participation, donc on peut que mieux faire, je dirais, dimanche prochain, puisque donc Nicolas Robert le rappelait, 63%, c'est absolument considérable. Donc je pense qu'il va y avoir effectivement des partis, et notamment, je pense que les RN, qui va vraiment motiver ces troupes, ces électeurs potentiels, pour atténuer, je pense qu'on en parlera au niveau régional, ce faible score du Rassemblement national sur le territoire. C'est cette abstention aussi qui explique un peu la prime aux sortants que l'on constate un peu partout en France, dans de nombreuses régions. Alors c'est une prime aux sortants, ce qui n'arrange pas du tout les affaires de la République en marche, parce que précisément ce n'est pas un parti ancré dans les territoires. Et on voit bien là que, alors je ne parle pas uniquement du 64, hein, sur lequel on s'en vient, mais qu'effectivement il y a cette prime aux sortants qui, au niveau régional, a vraiment appuyé donc le vote pour Alain Rousset ce soir. Oui, justement, on s'aperçoit, Nicolas Rebière, que Alain Rousset, que l'on voit à ma gauche, est arrivé largement en tête en Nouvelle-Aquitaine. Oui, je voulais juste rebondir, et on laissera Frédéric analyser plus finement le scrutin régional. Je vais rebondir sur une chose, c'est que c'est la prime au sortant à peu près partout. Et ça, on le sait quand l'abstention n'est pas là. Quand l'abstention est là, pardon, la prime au sortant joue. On le sait sur des élections aussi où les gens, finalement, ont du mal à identifier les candidats. Vous savez que le non-cumul des mandats, ça aide pas non plus, finalement, parce que c'est difficile d'avoir des candidats, finalement, relativement connus au cours d'une campagne qui était en plus frappée par la pandémie. Mais il suffit juste de dire qu'à côté de nous, en Occitanie, Carole Delga est largement en tête. Il suffit de dire aussi que Xavier Bertrand est très bien parti dans les Hauts-de-France, idem que Valérie Pécresse en Île-de-France, par exemple. Ils arrivent tous en tête. On va revenir en Nouvelle-Aquitaine. Le score d'Alain Rousset, Frédéric, vous a-t-il surpris? Alors, surpris, si on regarde les études d'opinion, c'est pas très surprenant. Il était sur un score quand même relativement élevé. Ce qui est le plus surprenant, c'est le score du RN, qui n'est absolument pas bon en Nouvelle-Aquitaine, et puis on l'a vu au niveau national. Mais Alain Rousset, comme Carole Delga, notre voisine donc, de l'Occitanie, fait des scores effectivement qui vont, comme ce sont des sortants, eh bien, c'est pris au bilan et peut-être pas à l'aventure, je dirais, de propositions de nouveaux, bien que donc Émilie Diaz était une conseillère régionale sortante, mais finalement c'est la prime à la continuité donnée par le peu d'électeurs, il faut le rappeler, hein, parce que les pourcentages sont élevés, mais en valeur absolue, eh bien c'est pas très glorieux. Voilà. Alors justement, on va parler de ceux qui ce soir peuvent avoir des regrets, qui sont à ma droite. C'est Geneviève Darrieussecq et Nicolas Florian. Pour eux, comment ça va se passer? Sans alliance, point de salut? Ah bah, certainement, c'est-à-dire que pour eux ce soir c'est une triste nouvelle, certainement, notamment pour Nicolas Florian, parce que la ministre Darrieussecq finalement limite plus ou moins la casse, si je puis dire, quand on compare ses résultats aux résultats nationaux d'autres de ses homologues. Hein. Il n'y avait pas moins de 15 ministres envoyés par Emmanuel Macron sur le terrain et dans les territoires. On peut dire que Geneviève Darrieussecq s'en tire pas trop mal. Bonnet d'âne à Nicolas Florian. Alors je ne sais pas si ça signera la fin de sa courte carrière politique. Bah, après sa défaite à Bordeaux, c'est quand même un nouveau coup dur pour le jeune poulain des Républicains. Enfin, jeune entre guillemets. C'est un coup dur. Est-ce qu'il y aura le même parcours que Virginie Calmès la fois dernière, qui avait été qui était nouvelle sur le territoire néo-aquitain et finalement qui a disparu, je dirais, de l'année dernière, depuis l'année dernière, eh bien, effectivement, Nicolas Florian, au jour d'aujourd'hui, avec à peu près 12% des voix, ne recueille pas beaucoup de voix. Ceci étant, ça c'est le soir du premier tour. Mais votre question concernait également le score du deuxième tour, c'est-à-dire pour le deuxième tour.
Si on imagine une alliance Dariussec-Florian, là, on change quand même des choses et les lignes pourraient bouger, et notamment en faveur de la droite au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. Oui, Nicolas Rebière, Oui, une à ce réaction. sujet, Frédéric, vous avez raison. C'est-à-dire que l'été, les phones vont sonner, vont grésiller entre les tenants de LR, dont je rappelle que Christian Jacob avait dit à Sud-Ouest dimanche il y a peu, la stratégie, c'est pas d'alliance, mais le second tour se prépare le soir du premier tour, donc on est en plein dedans. Effectivement, Geneviève Darrieussecq, elle aussi, a tout intérêt à viser une fusion. Quant à Alain Rousset, ce sera une vraie question de savoir, vu le score des Verts, même s'ils font un relativement Oui, bon c'est ça score, la est-ce qu'il veut... question. Voilà. C'est peut-il s'affranchir d'une alliance avec Nicolas Thierry? Écoutez, très clairement non. Très clairement non. Et puis je dirais qu'Alain Roussel, faut rappeler quand même qu'il en est à son 5e mandat. L'écologie, c'est quelque chose, évidemment, qu'il a, je ne dis pas dans le sang, je n'irai pas juste là, parce qu'on le connaît bien dans le Béarn. Donc Alain Roussel, il était notamment mandaté sur le bassin de Lac pour gérer au devenir donc de ce bassin industriel. Donc il a quand même, je dirais, il n'est pas vert, il est loin d'être vert, je dirais, il est plutôt rose que vert. Mais ceci étant, le devenir du rose, d'un point de vue national et du Parti socialiste, c'est de faire dire son discours. Et je pense que là, Alain Roussel, qui a au soir d'aujourd'hui, enfin, ce soir, qui a vraiment une stature quasiment nationale au niveau du Parti socialiste français, devrait vraiment être précurseur, je dirais, dans son alliance réelle avec les Verts. Il en a un intérêt comptable pour passer la semaine prochaine, et il a un intérêt, je dirais, quasiment idéologique pour le replacer dans le contexte du Parti socialiste français. Donc, un petit mot peut-être sur Nicolas Florian qui, en tant que Bordelais, pourrait peut-être méditer la célèbre phrase d'André Labarrère qui disait il y a quelques années que la vie des dauphins, le but, C'était le destin. le destin des dauphins était de s'échouer sur les plages, et c'est un peu ce qui se passe quand même. Alors oui, cette phrase est célèbre effectivement dans le contexte palois, effectivement, on connaît bien, mais Nicolas Thierry est sur une très bonne dynamique, plus 7 points donc vis-à-vis dans cette élection comparée à l'élection de 2015. Donc je dirais c'est plus lui qui a les cartes en main, plus que Alain Rousset qui en est quelque part prisonnier. Alors, on va parler peut-être un petit mot du Front National. On a dit que son score était en deçà peut-être des attentes du parti de Marine Le Pen. Quelle peut être sa stratégie pour le second tour? Et surtout, on va voir notamment qu'il y a des typicités locales. Il s'est peut-être fait tailler des croupières, notamment on le voit en Béarn, avec le score de la liste d'Eduy Pujalan, Nicolas Ravière. Alors complètement. D'abord, effectivement, le RN, mais un peu partout en France, finalement, dément les sondages. Les sondages le voyaient plus haut. À peu près partout en France, et surtout en Béarn. Alors ça, c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez noté, Frédéric. Ce sont les scores d'Eduy Pujalon. Et je dis Pujalon, c'est le mouvement de la ruralité. Il s'est allié avec Jean Lassalle et son mouvement résistant. D'ailleurs, il y avait Pujalon et Lassalle derrière sur les affiches. On voyait plus Lassalle d'ailleurs que Pujalon. Et mine de rien, il bat le RN sur certains cantons. Alors, les cantons ruraux, par exemple, c'est Cœur de Béarn, où il est deuxième. C'est la Montagne Basque, où il est deuxième aussi. Là, on voit très bien l'influence de Jean Lassalle. C'est sa circonscription. Donc ça, c'est très étonnant. Pujalon qui bat le RN parfois, et parfois se classe deuxième ou troisième parfois. Alors dans les cantons ruraux, devant Geneviève Darrieussecq ou devant Nicolas Florian. Ça ne sera pas ça. On n'a pas le score encore départemental de ces régionales, mais Pujalon, qu'on ne voyait pas trop dans les sondages, est déjà alors donné à 7% dans les estimations, et je pense qu'il fera plus dans les Pyrénées-Atlantiques, notamment via ses scores en Béarn. Frédéric, une remarque sur ce score de la liste Pujalon? Alors, c'est ce qui me fait dire qu'effectivement, elle est estimée ce soir à 9% au niveau régional. Ah, mais il augmente alors. Ouais, les premières estimations, c'était 7, vous voyez. Ouais. Ouais, moi,
placé sur l'échiquier quand même en pied à droite, et c'est pour ça que je vous dis que Alain Rousset, moi j'estime que ce soir, il n'est pas dans une zone confortable pour sa réélection la semaine prochaine. Donc l'accord avec les Verts, c'était la question précédente, pour moi elle est incontournable. Et même avec l'accord avec les Verts, effectivement, on a l'ensemble de la droite, je ne parle pas de l'extrême droite, je parle de la droite, l'ensemble de la droite qui pourrait battre, d'un point de vue arithmétique, la gauche, donc la semaine prochaine. Merci Frédéric. On va vous laisser aller continuer vos analyses des résultats des régionales, mais aussi des départementales. Et avec Nicolas, on va continuer la discussion en faisant un peu le tour des cantons du Béarn et de la Soule. Du Béarn, de la Soule et du Pays Basque, parce que Bruno, vous le savez, ce sont des élections départementales. Donc le fauteuil de présidence gagne autant en Béarn, en Soule qu'ailleurs, Jean-Jacques Lasserre, en pays de Bidache et autres. Or, qu'est-ce qu'on constate en Béarn? On va commencer par Oloron, peut-être. Non, je pense qu'il faut d'abord faire peut-être un panorama qui nous montre d'abord ce que nous enseigne ce scrutin. On s'en doutait un petit peu, on doit vous le dire. La prime au sortant, encore une fois, et une relative stabilité, du moins en Béarn, et même en Pays Basque, une relative stabilité au niveau des scores et les sortants qui s'en sortent très bien. Alors on va parler du quelques exemples de sortants qui s'en sortent très bien. Oui, exactement. Et heureusement que j'ai pas bafouillé en le disant. On va parler du premier, finalement, le président, Jean-Jacques Lasserre. Il pouvait s'inquiéter peut-être de repasser, d'essayer de... Voilà, de l'usure peut-être aussi. Oui, de l'usure, tout à fait. Et puis finalement, il aborde ce premier tour à 52,47% des voix, talonné simplement, alors lui et sa binôme, Anne-Marie Brutet d'ailleurs, donc dans le canton de Bidache, le sortant assez facile. Je pense aussi à Artix. Oui, cependant, avec une participation qui est faible. Donc, une participation faible, ceci dit, Pays de Bidache, ils sont à 7% du taux de participation départementale, donc ça a plutôt bien voté. Artix et Pays de Soubestre aussi, parmi les sortants, on va dire, assez emblématiques, c'est Fabienne Costodois-Du et Bernard Dupont. Bon, ils sont à 42,99%, c'est-à-dire qu'ils sont à 20% de leurs principaux adversaires, Amandine Pincé et Jean-Bernard Prat de la gauche 64, ils sont à 29,17%. Derrière, on voit des Verts à 10,34 et le RN à 15%. Sortant assez facilement, qui peut, on va dire, aborder facilement le second tour également, c'est Charles Penan et sa binôme Geneviève Berger, avec 44,74% des voix, devant la gauche, Karine Laplace-Noble et Benoît Monplaisir, qui sont à 36,44% des voix. Alors évidemment, ça ne préjuge pas des seconds tours. On ne sait pas ce que l'électorat RN va faire. On sait aussi que la gauche est partie dispersée souvent, parfois. Oui, on l'a vu. On le verra dans les focus que nous allons faire. On parlera des cantons plus chauds, mais là, on peut dire des sortants relativement confortés pour le premier tour. Je pense aussi... Bon, je vous laisse respirer un peu dans votre tour du Béarn et du Pays Basque pour dire qu'on reviendra en Pau un peu plus tard dans la soirée, en fin d'émission. On attend que les chiffres soient consolidés et je vous laisse reprendre votre tour du Béarn. Oui, excusez-moi, parfois je veux... Non, mais pour parler des sortants relativement confortables, même si ça ne préjuge pas du second tour, on peut pas parler aussi de Jean-Pierre Mirande, de la majorité départementale, avec Adric Trondaï. Ils font 51,95 sur la montagne basque. Montagne basque qui est intéressant aussi, c'est que c'est EH-Bail qu'on attend beaucoup du côté basque. Vous savez, les Abertzalais de gauche, qui font des scores, qui ont fait des scores du côté d'Andaï notamment, que tenait le Parti Socialiste jusqu'à présent. Et là, c'est eux les seconds, avec 36,92, c'est assez énorme, surtout devant les candidats du PCF, parce qu'on sait qu'Amoléon, c'est un des derniers fiefs finalement communistes, puisque c'est Louis Labado qui avait remporté l'élection l'année dernière, un communiste, Amoléon, et les candidats du PCF, Jean-Patrice Bassano et Annie Casaban, finalement, pointe à la troisième place avec 3 candidats à 11,13%. Donc au niveau des sortants aussi, il faut parler du score de Claude Olive, le conseiller départemental sortant LR de Anglette, qui s'en sort aussi relativement bien. Ouzoum et Gavdunez également. Pas de grosse surprise finalement sur un premier tour. Ensuite, le second tour n'est pas joué. Ça, c'est important à dire. Il faudra voir les reports de voix, notamment du RN. Est-ce que le RN va à droite? Est-ce que traditionnellement on dit 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers? On sait que c'est un
un électorat beaucoup plus complexe maintenant, donc c'est pas évident non plus. Alors, vous avez parlé des sortants, je vais parler d'une sortante pour commencer notre série de focus. Je vais parler de Maryse Bistuet, sur Oloron 1, qui a changé de binôme, puisqu'elle était avec Jean-Claude Coste, Voilà, Jean-Claude Coste qui ne se représentait plus, qui le ne maire se représentait d'Ancelas. plus, et qui est parti donc avec Henri Bellegarde. Ouais. Alors, qu'en est-il sur Oloron? Bon, alors, ils arrivent en tête. Hein. On va dire que la théorie de la prime au sortant est toujours la même. Oui, hein. mais il y avait aussi Daniel Lacrampe, Alors, voilà, candidat malheureux sur voilà. la commune d'Oloron, qui s'était lancé dans la course. Exactement. Oloron, c'est un peu compliqué. Ça reste une terre de gauche, mais ça reste compliqué aussi. On sait très bien que les dernières municipales C'est avant tout compliqué avant d'être une terre de gauche. Ouais, c'est d'abord compliqué. Et surtout, il y a beaucoup d'allers-retours. On l'a vu notamment aux dernières municipales, enfin les 3 dernières en tout cas. Et là, Maryse Bistuet et Henri Bellegarde, pointent à 34,76. Ils sont largement devant. C'est pour la gauche 64. Hein, voilà, ils sont pour la gauche 64. Hein, c'est les candidats, on va dire, PS ou apparentés. Donc, ils sont largement en tête. Malgré tout, Lydie Altapé, la maire de Lannes et Jean-Luc Marle, qui était sur la liste de Hervé-Luc Béreil sur Oloron la dernière fois, ils pointent à 15,25%. C'est-à-dire qu'ils sont à un peu moins de 10%. Quand vous ajoutez, cela dit, le PCF fait un très bon score sur Oloron, à 11,61. On peut considérer que les voix du PC se reporteront facilement sur les candidats de la majorité départementale. Ce qu'il faut noter, c'est que Daniel Lacrampe, ancien président de la communauté du Haut-Béarn, lui, il pointe à quasi 20%, 19,66. Ça veut dire que ça va être très serré et que là encore, cet électorat du Rassemblement national, dont on sait qu'il peut être assez diffus dans sa présence dans les urnes d'ailleurs, sauf quand il y a des candidats, ça sera peut-être l'arbitre là encore d'un canton qui n'est pas gagné finalement pour les sortants, même s'ils sont largement en tête. Oui, puis on a vu que le canton, c'est un peu comme la ville d'Oloron. Ça a bougé beaucoup. On a vu qu'Oloron, sur ce canton, il y avait peut y avoir des Béreil à une cela époque, dit, au département, la gauche a repris. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors sur les départementales, mine de rien, il y avait une relative stabilité ces dernières années. Les municipales, en revanche, c'est vrai que c'est le coup de balancier permanent. Et Oloron 2, c'est un peu la même. Du Béarn. Pardon. C'est les swing states du Béarn. Voilà. Et Oloron 2, c'est un peu la même. Ouais, c'est un peu la même. Alors, Anne Barbet, la sortante qui est adjointe de Bernard Ucurie, et Claude Ossan, ils pointent en tête, il n'y a pas de problème. Ils sont à 35-45. Je pense que c'est à peu près le score PS finalement sur la ville et sur ses cantons. Mais mine de rien, ils pointent en tête. Non, justement, ils ne sont pas en tête. C'est les candidats de la majorité départementale, Clément Servat et Laure Laborde, qui sont à 38-95. Ils sont devant. Bon, là, il faut noter quand même que Raymond Villalba et Anne Sauter, candidat communiste, Raymond Villalba, très impliqué dans la vie locale et dans la vie associative à Oloron, il pointe à 13%. Donc, on va faire l'arithmétique. Et là encore, si vous faites une relative arithmétique, ce sont ces candidats du RN à 12,50. Finalement, c'est les électeurs de ces candidats-là qui pourraient décider, finalement, du sort du canton. Même si là, on sent aussi, avec le poids des communistes qui sont pas partis ensemble. Hein, on sait très bien, et ça va se voir dans tous les cantons qu'on va examiner où les sortants sont de gauche. Il y a la question des communistes qui ont présenté des candidats et qui viennent grignoter sur les sortants. Vous êtes champion des transitions, puisque justement, on va parler d'un canton où nous sommes dans le même cas. Alors, ce canton-là, c'est le canton l'Escar, Gave et Terre du Pont-Long. En gros, sans faire injure à leur binôme, c'est quand même un face-à-face Patriarche-Laine. Voilà, alors surtout qu'il ne faut surtout pas faire injure, parce que pour une raison tout à fait louable, on a fait des binômes afin d'obtenir la parité dans des assemblées départementales qui avaient du mal à finalement la gagner par les simples urnes. Donc, mais là, effectivement, c'est quand même un débat qui s'est polarisé. Ne faisons pas injure ni à Sandrine Lafargue, qui s'est très bien implantée, qui a fait un mandat où elle s'est fait connaître, ni à Rachel Courtou, proviseur au lycée Jacques Monod, et qui épaule Christian Laine. Mais c'est vrai qu'on voit là le combat, on va pas dire des chefs, surtout pas, enfin le combat de l'ancien maire de l'Escar, élu de manière très très ric-rac systématiquement, et celui de Lons, et là qui est élu moins ric-rac à Lons. Élu moins ric-rac sur Lons, ça c'est clair, et Christian Laine donc face à Nicolas Patriarche. Alors ça donne quoi ce duel? Ça donne finalement, alors Patriarche, Lafargue, les sortants
conforté, toujours, sur ce premier tour, avec 44%. Mais on voit que Christian Lenne et Rachel Courtou, ils sont à 38-11, mine de rien. Le Parti communiste, avec Michel Aguerre, ancien adjoint sur l'ESCAR, voilà, et Isabelle Bloch, ils sont à 4,89. Donc, on n'est pas tout à fait... Je vais vous reparler d'arithmétique. Oui, le ballottage est plutôt favorable pour Nicolas Patriarche. À Nicolas Patriarche, parce que si vous faites effectivement de l'arithmétique pure, à 44, il est devant malgré Nicolas tout. Et Sandrine Lafargue. Et Sandrine Lafargue, tout à fait. Et puis, il y a quand même les 13% du Rassemblement national, avec des candidats qu'on ne connaissait pas forcément. Hein, on ne sait pas trop s'ils ont fait campagne d'ailleurs. Sylvain Gallouin et Annie Dumas. C'est 13%. Où est-ce qu'ils vont aller? Je pense que la campagne du second tour, l'entre-deux tours sera tonique entre l'ESCAR et Lens. On connaît aussi le côté hargneux en campagne de Christian Lenne, combatif. Oui, plus combatif qu'hargneux d'ailleurs. Oui, enfin, combatif. Donc ça promet un joli second. Alors d'ores et déjà, on peut vous annoncer, les deux m'ont dit qu'ils étaient d'accord, il faut que je les recontacte, que mardi soir, le premier des débats de ces départementales, ces débats d'entre-deux tours de ces départementales, sur l'arrêt.fr, ça sera l'ESCAR-Lens. Donc les candidats viendront débattre dans notre nouveau studio qu'on est en train, on a un peu oublié de le dire, notre nouveau studio qu'on est en train d'étraîner. D'inaugurer aujourd'hui. La peinture est en train de sécher. Voilà, la peinture sèche, on n'a pas encore tous les décors, mais mine de rien, on va faire 5 débats. Il va falloir qu'on attende tous les résultats. Il va falloir qu'on voit si... de toute façon, des triangulaires, on n'en va pas venir, étant donné le mode de scrutin qui fait que... il faut faire participation. 12,5% des inscrits, c'est énorme en fait. Hein. Quand vous avez une participation très basse, c'est très compliqué d'atteindre le deuxième tour comme ça. Donc il y aura, à mon avis, beaucoup de duels plutôt. Il y a des duos et des duels. Enfin, ils sont 4, donc je ne sais pas comment ça s'appelle. Aidez-moi, Bruno, là-dessus. Non, on va dire des duels de duo. Des duels de duo. Oui, voilà. Des duels de binôme. Allez, on va continuer sur Billère et Coteaux de Jurançon. Là encore, il y avait un enjeu avec... on peut dire un canton qui est tenu par la gauche. On se rappelle de la figure tutélaire de Bernard Soudard et... qui était accompagné de Margot Triep-Capdevielle. Oui, tout à fait. Alors... la droite est partie au combat avec, là encore, le duo Grussotte-Brognard. Qu'est-ce que ça a donné? C'est ça qui est intéressant. Alors, ce canton, vous aviez Billère, qui est une terre de gauche, on le sait. Hein, Jean-Yves Lalanne se fait réélire assez facilement là, depuis 2 mandats. Sauf qu'avec les nouveaux cantons, on y a rajouté Jurançon. Et les coteaux de Jurançon, c'est pas forcément la même population. Voilà. Et puis un candidat qui avait échoué de peu la dernière fois, Jean-Marc Grussotte, et Fanny Brognard en binôme. Jean-Marc Grussotte, qui avait été ancien conseiller départemental à la SEB, et qui était plutôt bien implanté. Donc qu'est-ce qu'on voit? Les sortants arrivent en tête, mais très légèrement. Ils sont à 38,63%. Pour Véronique Duos, qui était une ancienne adjointe du maire de Billère, et Patrice Baduel, et les sortants de gauche, donc on va dire. Et malgré tout, Fanny Brognard et Jean-Marc Grussotte, les talonnent de quelques petits dixièmes de voix. Alors, il ne faut pas oublier les scores du PCF, encore, parce que là encore, le PCF, puisqu'il n'y a pas eu d'accord départemental, a mis des candidats, pas partout, mais il en a mis quelques-uns. Donc Patrick Berry-Debat et Nadja Kourat-Arnaud, ils arrivent à 6,81. Donc là, ça change encore, et vous vous dites, la gauche, ça y est, reprend environ 7%. Malgré tout, il y a aussi le RN qui est là, avec toutes les incertitudes dont je parlais, et qui est à 16,30% des voix sur ce canton. Là encore, je pense que le second tour sera, la campagne du second tour sera vive et disputée. On va faire un petit cap à l'ouest. On va aller à Orthez. Orthez est terre des gaves et du sel. Donc, en gros, c'est Orthez-Salis contre le reste du monde sur ce canton ou pas? C'est un peu ça, ouais. C'est Orthez face à Salis et Sauveterre, on va dire. Jacques Pédeonta arrive en tête, sortant,
Comme quoi la théorie... Oui, mais en face de lui, il avait le maire d'Orthez. Voilà, il a le maire Emmanuel d'Orthez, Hannon. et on sent que ça va être serré, parce que d'abord, Emmanuel Hannon et Marie-Ange Mainviel, les deux candidats de la gauche départementale, donc Emmanuel Hannon, le maire d'Orthez PS, ils font un bon score, à 35. Et puis son binôme qui est adjointe à sa liste. Voilà, exactement, donc ils font plutôt un bon score, 35%. Et ensuite, on sait très bien que c'était dans ce canton, c'est assez particulier, vous savez qu'il y a le POID avec les présences de Éric Delteil. Alors il y a Catherine Spitzer qui était avec elle, mais qui est le POID, Parti ouvrier indépendant, je suppose, et démocratique, pardon. Démocratique. Et d'ailleurs, c'est le seul candidat estampillé comme tel dans les départementales dans les Pyrénées-Atlantiques, qui fait quand même 5% des voix. Et le Parti communiste français fait 6,51% des voix. Donc ça, en toute logique, ça va aller à gauche, a priori. Donc ça peut mettre très mal Jacques Pédemontat. Le Rassemblement national est à 13,03. Là encore, on sent une campagne d'entre-deux tours serrée et un second tour chaud. Oui, et puis là encore, avec des candidats qui savent faire campagne, qui l'ont montré ces voilà, derniers exactement. temps. Jacques Pédemontat le sait, c'est une bête de campagne, mais Emmanuel Hannon a montré qu'il savait l'être, puisqu'il avait été élu maire d'Orthez, puis réélu assez facilement. C'est des élus, puisqu'ils sont déjà élus, qui savent manœuvrer en milieu hostile, on va dire. Voilà, surtout des élus de terrain, c'est ça qui joue aussi beaucoup. Non, intéressant. Orthez, canton également intéressant. Cœur de Béarn, un canton quasiment voisin. Cœur de Béarn, c'est franchement... on ne savait pas. Est-ce que on pouvait se poser la question. binôme Barthes-Salanapé, est-ce qu'il y allait avoir match? Et finalement, a priori, il n'y aura pas match. En tout cas, ils sont largement en tête. C'est vrai qu'on pouvait se poser la question avec les personnalités que la majorité départementale mettait face à eux. C'est Bernard Placé, qui est l'ancien patron de la Fédération des chasseurs. C'est Marie Jonousti, qui est la présidente des Gîtes de France. On savait Sans aussi... faire de jeu de mots, la majorité avait sorti du calibre. Ouais. Et et on savait aussi que à Mourinx, en tout cas, le RN pouvait faire des scores. Bon, finalement, le duo Salanapé et excusez-moi, son nom m'échappe et j'ai pas pris la fiche. Finalement, s'en sort très bien. Barthes. Voilà, Nadine Barthes, pardon. Ils s'en sortent plutôt bien et a priori, on voit que d'ailleurs un bon score relatif, très bon, plutôt bon score des deux candidats écolos qui étaient très actifs sur la campagne. Vous savez, qui ont été très actifs, qui avaient lancé leur campagne à Mourinx en plus, très symboliquement, qui avait beaucoup touché le maire de Mourinx, Patrice Laurent, qui avait évité de prendre parti malgré tout. Donc finalement, on voit quand même que là encore, là en tout cas, les sortants sont relativement tranquilles, confortables pour un second tour. Alors là, je rappelle que l'ensemble des résultats est actuellement en train d'être publié sur notre site internet. Vous pouvez les retrouver d'ores et déjà. Petit à petit, l'ensemble des articles écrits par les journalistes de La République et de l'Éclair sont publiés avec toutes les analyses, toutes les réactions. Vous les retrouverez également dans le journal demain. Et on arrive, si vous avez les résultats... Oui, ils sont tombés tard. On a un peu de mal. On n'avait pas trop prévu Pau parce que on savait que les résultats seraient tardifs. On a au moins Pau 1. Alors, Pau 1, c'est vrai que c'est quand même intéressant, Pau 1, parce que l'enjeu, c'était de savoir si Stéphanie Maza allait garder son mandat, en sachant que là encore, la majorité avait sorti l'artillerie lourde en envoyant... sans faire injure à Josy Poito et à Thibaut Chenevière. La majorité avait sorti 2 personnalités paloises pour aller conquérir ce canton qui est historiquement là aussi très ancré en gauche, parce qu'on se rappelle tous d'André Duchâteau, qui a mis fin à sa carrière politique, mais qui a accompagné Stéphanie Maza lors du dernier mandat. Et là, le retrait d'André Duchâteau, on se demande si la majorité n'a pas saisi cette opportunité pour lancer l'offensive. Alors, c'est le canton qui est très regardé à Pau. D'abord, c'était le canton de gauche qui restait, mine de rien, avec la fusion des autres cantons. Cela dit, on attend encore les résultats. Ils sont sur notre site, mais on ne les a pas, nous, ici, en direct. Et puis, Josy Poito, fidèle de François Bayrou, conseillère municipale puisqu'elle est députée de la circonscription. C'est son canton, elle nous le dit. Saragosse, c'est son quartier. Elle était avec Thibaut Chenevière, qui est l'adjoint au commerce. Bon, Stéphanie Maza repartait, certes, mais elle n'avait plus André Duchâteau, qui était hyper implanté. Puis il y a un éparpillement. Il y a les écologistes qui ont lancé... surtout à gauche, ils ont réussi, effectivement. Il y a le Parti communiste, les écologistes. ELV Béarn a mis Horace
Bled et Yves Fraissinet, qui ne sont pas des inconnus. On les a vus déjà sur les élections locales. On peut dire que c'est parmi les personnalités les plus fortes de l'écologie en Béarn. Oui, tout à fait. Et donc à la fin, c'est quand même... là aussi c'est confus, là aussi ça va être intéressant. Josy Poito et Thibaut Chenevière, ils pointent en tête. Donc là, ce n'est pas un sortant qui est en tête. Ils sont à 33,59%. Les seconds, c'est Franck Lamas, alors un tout jeune en politique, mais qui a fait campagne, en tout cas beaucoup. Ils étaient beaucoup sur le terrain. Ça, on l'a vu, il le disait beaucoup sur Twitter. Et Stéphanie Mazat, il pointe à 23,91. Bon, et ensuite, la surprise finalement, c'est aussi le gros score de Régis Bled et de Yves Fraissinet, les écologistes, ELV, à 18,17. Donc là, à partir de l'arithmétique ne suffit pas, cependant. Ouais, l'arithmétique pourrait suffire, mais ce qui est compliqué, c'est que vous avez aussi, et c'est ce qui complique toujours, de très bons scores du RN, qui est un peu éclaté d'ailleurs, parce qu'il y a il y a à la fois du RN à, voilà, on va dire canal officiel, et ensuite il y a Denis Bouzon, qui, vous vous souvenez, avait conduit la liste, mais se présentait sans le... Donc, voilà, donc ça complique un peu tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a beaucoup de personnes de Debout la France qui ont rallié le Rassemblement national. Voilà. Lui, il a fait l'inverse. C'est l'équilibre des poids. Et donc, ça veut dire que l'équipe des forces... Alors, n'oublions pas quand même le score des communistes, Daniel Rocoul et Pépino Terpolilli. Ils sont à 6,82. Donc, ça aussi, ça peut aller avec la gauche. Si vous mettez les 18 des Verts et les 23,91 de Franck Lamas et Stéphanie Mazat, bon, c'est plutôt bien parti. Sauf qu'il y a toujours la question de ces votes RN et puis aussi de l'éperpillement des voix à gauche, mine de rien. Est-ce que tout le monde... Il peut y avoir peut-être une remobilisation des gens, des électeurs de gauche. Probablement, connaissant Josy Poito, et elle aussi, c'est une habituée des campagnes de terrain. Donc ça aussi, c'est un canton qui sera passionnant à suivre. Alors, vous voyez derrière moi notre site sur lequel vous pouvez retrouver l'ensemble des résultats et notamment les résultats de Pau 2. Alors, Pau 2, là encore, c'est un... Alors là, je n'ai pas les résultats, mon cher Bruno, donc soit vous me les donnez... Donc, je vais vous inviter à aller les lire sur le site. Donc, pour conclure... Non, pour conclure, ce qu'on peut dire, pour l'instant, il y a vu de nez. Parce que là, je vous fais que de la prospective. Le premier tour n'est pas le second. Il y a des inconnus. Il y a une relative stabilité, mine de rien, au niveau de ces départementales. C'est-à-dire que je pense que... mais là, la soirée n'est pas finie. Nos reporters vont appeler les états-majors. Je ne vois pas de basculement pour l'instant du département. En revanche, on peut voir d'un côté ou de l'autre plusieurs surprises dans certains cantons. Merci beaucoup, Nicolas. Nous remercions également Frédéric Dosquet. Nous vous invitons à retrouver donc l'ensemble des résultats, l'ensemble des réactions, l'ensemble des analyses, petit à petit, qui sont publiées ce soir sur notre site, que vous retrouverez demain dans notre journal. Suivez-nous tout au long de la semaine. Nous aurons 4, 5, peut-être 6 débats. On est en train de les monter entre les candidats. Et nous vous disons à dimanche prochain, Nicolas. À dimanche. Pour retrouver l'ensemble des résultats du second tour. Bonne soirée.